Merci beaucoup. Donc, je suis historien des mathématiques et dans le cadre de mes enseignements à l'ESP, je suis souvent impliqué dans la formation d'enseignants du premier et aussi du second degré. Et en fait, dans cette présentation, je voudrais juste prendre une étude de cas très ponctuelle pour avoir un exemple d'exploration mathématique de ce nouveau programme d'enseignement scientifique. Alors, depuis un petit moment maintenant, il y a des historiens qui ont travaillé à proposer des ressources consistantes pour dépasser cette dimension anecdotique de l'enseignement de l'histoire des sciences. On en a parlé. Pour les mathématiques, on pourrait citer par exemple un très bon livre, Le sens des nombres, de Bernard Chambon-Erhardt. J'ai mis toutes les références dans une bibliographie. Ou plus récemment, Apprendre les maths, à quoi ça sert, mathématiques et enseignement au fil de l'histoire, de Erhardt et d'Enfer. L'intervention de Cécile de Hausson montre d'ailleurs que les didacticiens aussi commencent à s'intéresser à l'usage de l'histoire dans l'enseignement. Il y a cependant une rupture très nette dans ces nouveaux programmes, à mon avis, qui vient du décloisonnement disciplinaire qui est tout à fait adapté à l'histoire des sciences, puisque les exemples qu'on a vus jusqu'à présent montrent bien que en fait, l'histoire se joue et relativise les frontières actuelles des disciplines scientifiques. Cela ne signifie pas, et c'est un des gros problèmes, que les difficultés réelles à conjuguer des mathématiques de niveau lycée avec un réel souvent sensiblement plus complexe disparaissent par magie. Et la question ouverte, à laquelle on espère qu'une réponse positive peut être donnée, c'est de savoir est-ce qu'il est possible de réaliser un enseignement solide qui prenne au sérieux non seulement les élèves, mais aussi chacune des disciplines. Et pour ça, je vais traiter un exemple assez ponctuel, la question qui est donnée dans les programmes actuels de l'étude de la forme de la Terre, reliée avec la définition du mètre, du moins la définition qu'on avait à partir de la fin du XVIIIe siècle, pour essayer de montrer comment on peut décliner, selon certains axes, une proposition du programme, et en allant un petit peu dans des détails, en essayant de faire deux grands liens, d'une part entre les mathématiques et les autres disciplines scientifiques, puisque j'ai l'impression que c'est l'esprit du programme, et d'autre part quelque chose qui me tient un petit peu à cœur, qui est le lien avec le socle mathématique des apprenants, c'est-à-dire avec les mathématiques des cycles 3 et 4. Donc la mesure du méridien par Delambre et Méchain, qui est dans le programme, hein, c'est le point 3.1, elle est célèbre, elle a lieu à la fin du XVIIIe siècle, je vais en dire quelques mots. Elle fait partie du patrimoine français, elle a un caractère romanesque qui a donné lieu à un récit tout à fait passionnant de Denis Gage. Le parallèle qui me semble intéressant, c'est le fait que les Allemands se réfèrent de leur côté un petit peu plus volontiers aux expérimentations du naturaliste Alexander von Humboldt et à sa rencontre notamment avec le mathématicien Gauss, qui a aussi lieu, c'est assez intéressant, donné lieu à un roman qui s'appelle Les Arpenteurs du Monde, tout à fait recommandable lui aussi. Donc les deux idées fondamentales de l'entreprise de mesure du méridien terrestre, c'est d'une part d'utiliser un phénomène naturel comme base incontestable de systèmes de longueur, donc lien entre les sciences naturelles et les sciences mathématiques, et ensuite, deuxième point dont on parle un petit peu moins, de décimaliser et d'unifier les unités de mesure en simplifiant l'utilisation des mathématiques dans la vie quotidienne, ce qui, pour les élèves, n'est pas forcément négligeable. Alors il y a de grandes hésitations entre l'utilisation du pendule battant la seconde et la mesure d'un arc de méridien terrestre, et là aussi on voit le lien avec les sciences physiques, et les académiciens se décident pour tout un tas de raisons pour la seconde. Et donc, de 1792 à 1799, un arc de méridien entre Dunkerque et Barcelone va être mesuré par Jean-Baptiste Joseph Delambre et Pierre Méchain dans une Europe à feu et à sang. Ils sont arrêtés, c'est une histoire tout à fait romanesque, pour arriver à ce résultat. Donc, voilà la chaîne, une partie de la chaîne de triangles. Et il me semble y avoir trois intérêts mathématiques principaux à étudier cet exemple historique en classe de première. Tout d'abord, bien sûr, la méthode de triangulation utilisée, c'est celle qui est indiquée par les programmes. Donc vous voyez, puisqu'on s'oriente toujours par rapport... Parce qu'on s'oriente toujours par rapport à la capitale, hein, on est par ici. La triangulation, c'est-à-dire qu'on part d'une base mesurée avec toute la minutie possible, et ensuite, avec des mesures d'angle, on arrive à faire le lien entre Dunkerque, puisque vous voyez, il faut lire ça comme ça, et je n'ai pas mis les dernières planches, mais ça va bien sûr jusqu'à Barcelone. Donc on combine des angles et une distance pour évaluer avec une très grande précision une mesure impossible à réaliser directement.
Le programme se focalise sur le principe et on fait ressortir l'intérêt d'une discipline un peu dénigrée, la trigonométrie, sans l'étudier dans l'optique des fonctions qui seront plutôt, j'imagine, réservées au programme proprement à l'option mathématique. Ensuite, il y a l'extrapolation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque l'idée d'à partir d'un arc de méridien avoir la mesure totale est, comme dans l'anecdote d'Ératosthène, basée sur le principe introduit dans le programme, selon lequel on admet que la longueur d'un arc de cercle est proportionnelle à l'angle qu'il intercepte. Ce faisant, et ça m'intéresse, on néglige tout un tas de facteurs. Si on voulait être véritablement rigoureux, il faudrait quitter la trigonométrie plane pour aborder les vrais problèmes qu'a rencontré Delambre, qui est que si on mesure un arc de méridien, on doit faire de la trigonométrie sphérique, donc prendre en compte la rotondité de la Terre. On néglige les différences de niveau, toutes les mesures dans les Pyrénées, l'aplatissement du géoïde terrestre, qui n'est pas une simple sphère, les problèmes de réfraction, les problèmes d'instruments dont on a beaucoup parlé, et on se focalise sur les questions qui intéressent le programme, c'est-à-dire la mesure, éventuellement les liens avec le repérage sur la sphère, ce genre de choses. La légitimité de cette simplification peut être questionnée. Un élève pourrait dire, après tout, la Terre n'est pas plate, en dépit de certaines expériences qui ont pu avoir lieu. Et justement, c'est intéressant, ça peut être un objet de discussion en mentionnant ce que les élèves ne savent peut-être pas, qu'il existe une trigonométrie sphérique, et on voit qu'on peut mettre ainsi les élèves en prise avec ce que le programme appelle le réel complexe. Donc j'ai tenu à mettre quelques images des mémoires originaux pour montrer en fait à quel point cette entreprise est très ambitieuse scientifiquement, très complexe. On est dans l'astronomie, la géodésie de pointe à l'époque. Et ensuite, pour passer à quelque chose de beaucoup plus simple en apparence, qui est le troisième intérêt, l'établissement du système métrique. Le principe est simple. Une fois qu'on a réussi à mesurer notre méridien terrestre, on prend la 40 millionième partie. On appelle ça le mètre. C'était cette chose-là, quand elle était imprimée au début du XXe, bien sûr, le mètre est en vraie grandeur. Tous les instruments sont en vraie grandeur. Et on déduit à partir du mètre un étalon pour les volumes, pour les poids. Et on a tout le système de poids et mesure entièrement décimalisé. Il faut tout de même souligner que, actuellement, la plupart, non seulement des élèves, mais malheureusement des étudiants, y compris en master enseignement, spécialité mathématiques, sont très hésitants sur le lien entre méridien et mètre, mais aussi sur le lien entre mètre, litre et kilogramme. Surtout, plus important pour moi du point de vue de l'histoire des sciences, ils ne saisissent souvent pas à quel point il y a un lien, à quel point le fait que les unités de mesure soient décimalisées et le fait qu'on travaille dans un système en base 10 ne sont pas consubstantiels. Ils ne maîtrisent pas le fait que la mesure en base 10 a été introduite, on va dire en gros, au Moyen-Âge dans l'Europe, tandis que les mesures n'ont été décimalisées qu'avec donc la définition du mètre à la fin du XVIIIe siècle. Donc il y a tout un tas de confusions. Et il y a donc des liens multiples entre des objectifs purement mathématiques de cette partie du programme, comme la triangulation, et des enjeux historiques, des enjeux scientifiques, ce qui laisse aux enseignants une grande latitude, sans mauvais jeu de mots, pour se rattacher à diverses parties du programme de mathématiques. Donc il y a tout un tas de choses relativement complexes en lien avec cette mesure du méridien, et moi j'aimerais développer rapidement un très court exemple qui est lié en fait tout à fait à cette mesure du méridien, puisque les mesures sont complexes, mais ensuite elles ont été appliquées dans une autre opération, l'arpentage, qui a servi à mettre en place le cadastre napoléonien au début du XIXe siècle, et on voit un lien extrêmement clair avec des compétences mathématiques beaucoup plus abordables, et donc c'est une piste d'exploration possible. Point important, on quitte ici l'histoire des grands hommes, puisque, à mon avis, le grand récit de la science, s'il y a un grand récit de la science, n'est pas qu'un récit des grands hommes, Ératosthène, Delambre, mais c'est aussi une histoire de praticiens, d'ingénieurs, d'administrateurs, de techniciens. Et on va voir ainsi les mathématiques en interaction avec le réel, et de la même manière qu'en fait, tout un certain nombre d'élèves seront eux aussi en prise ensuite avec des mathématiques du réel. Donc ce cadastre napoléonien, voilà un exemple particulier que j'ai développé avec un collègue Prague en mathématiques à Lille. Voilà une commune du département des Vosges, la commune de Girancourt, je crois. C'est un exemple qui passait bien sur les diapos, mais par définition, on peut le faire sur chaque commune. Le programme souligne qu'il ne faut pas donner l'illusion à l'élève qu'il trouve en quelques minutes ce qui a demandé le travail de nombreuses générations de chercheurs. C'est clair. Mais on peut essayer de faire sentir la matérialité des travaux scientifiques et techniques. On peut présenter, par exemple, ces techniques
où on a utilisé tout le travail qui avait été fait à partir du méridien sur l'établissement du mètre pour le cadastre de la totalité du pays. C'est 100 millions de parcelles qui sont étirées jusqu'au milieu du 19e siècle. Ça permet de montrer des pratiques concrètes. Ça permet aussi, puisque chaque commune a été cadastrée et que tous ces cadastres ont été numérisés par les départements, de travailler à chaque fois dans une classe avec le cadastre de la commune en question. Il y a une telle régularité que ça devient possible. Donc cette commune de Girancourt dans les Vosges a été cadastrée entre 1808 et 1813. Ça ne ressemble pas à un cadastre parce que c'est le tableau d'assemblage. Il faut passer sur les sections pour avoir les parcelles qu'on connaît. Et pourquoi ce type de choses m'intéresse? Puisque si on zoome, donc là on est sur le haut de la commune, on s'aperçoit qu'on a un travail de triangulation, un canevas trigonométrique qui reprend exactement, en plus simple, les méthodes de triangulation dont parle le programme. Donc vous voyez qu'on prend un point A, un point B, on mesure aussi précisément que possible une base de 561,2 mètres, et ensuite, à l'aide de mesures d'angle, on va pouvoir calculer par exemple la distance AC jusqu'à l'église. C, en général sur les cadastres, c'est toujours le C de clocher. Et ici, on arrive à 479,6 mètres. Il y a tout un tas d'intérêts. Donc le canevas trigonométrique, j'en ai parlé ici. En 1808, c'est quand même relativement parlant, c'est probablement la première fois qu'on sent la matérialité du mètre dans cette petite commune des Vosges. Le mètre a une dizaine d'années, les travaux de Delambre se sont à peine terminés. Donc vous voyez, il y a aussi un caractère social de la science mathématique qui est tout à fait important. Donc ces triangles, ensuite, là on est vraiment dans le programme, on ne fait pas travailler la loi des sinus, mais on peut l'appliquer. Et ensuite, ça peut se livrer à tout un tas d'activités en interaction. On peut par exemple comparer nos 479 mètres avec les 477 mètres qu'on trouve sur Géoportail. Bon, alors il se trouve que le moulin a été détruit, donc je ne suis pas tout à fait sûr de la précision. Géoportail, tous les collègues d'histoire-géographie connaissent. On pourrait éventuellement modéliser ce type de triangle sous GeoGebra, donc il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Alors, il y a bien sûr des différences avec les mesures du méridien, on est au niveau local, les mesures ne sont pas faites par des académiciens des sciences, mais par des ingénieurs géomètres dont le bagage mathématique et les instruments sont beaucoup plus limités. On n'est plus dans l'étude générale de la Terre, mais dans l'étude singulière de la Terre. L'avantage est ici qu'on a un minimum de simplification à faire. Ce sont bien les mathématiques du programme de première qui sont mobilisées. On est vraiment dans la trigonométrie plane, la trigonométrie élémentaire, tout en restant dans l'esprit du programme qui dit calculer une longueur par la méthode de triangulation utilisée par Delambre et Méchain. D'une certaine manière, on est même plus dans le programme que le programme, sans vouloir faire de surenchère, puisque là, c'est vraiment de la trigonométrie plane. Le niveau local, j'en suis absolument convaincu, permet une bonne appropriation par les élèves. La motivation, le sens de l'activité quand on travaille sur ce que les gens connaissent est renforcer le contrôle de la plausibilité des résultats. Si un élève arrive à une différence de 3000 km sur son méridien, peut-être qu'il va falloir le corriger, tandis que s'il arrive à une différence de 3 km entre l'église et le terrain de sport, là, on risque de se rendre compte du problème. On peut ainsi casser la vision des mathématiques comme une discipline abstraite et isolée, et je pense que c'est vraiment le sens général de cet enseignement scientifique. Ensuite, pour faire une dernière petite extension en conclusion, l'utilisation de l'histoire comme pourvoyeuse d'anecdotes, c'est un danger qui a été suffisamment souligné ici. La perspective historique, à l'inverse, peut être une chance pour faire un lien entre des programmes de mathématiques qui sont souvent vus comme discontinus. L'inertie des méthodes réelles, l'inertie du développement historique permet d'atténuer l'effet de table rase et de rupture méthodologique qui peut être vécu par les élèves entre le cycle 3 et le collège, entre le collège et le lycée, entre le lycée et le supérieur. C'est le cas ici, puisque finalement, les savoirs mobilisés, en première avec la trigonométrie, sont l'aboutissement d'un très long travail qui a commencé avec la proportionnalité en cours élémentaire, avec les travaux sur les plans et les échelles au cycle 3 et 4, avec l'étude des figures semblables qui a été introduite dans les derniers programmes de collège. Et si cette articulation entre les programmes est explicitée et comprise par les enseignants du premier degré, on a parlé des difficultés que ça soulève, et du second degré, ça peut être une vraie opportunité de ne pas juste faire une petite séance d'histoire comme une séance parmi d'autres, mais vraiment de contribuer à l'avancement des connaissances mathématiques. Donc ça, c'est un carnet type du 20e, je ne m'attarderai pas là-dessus. Voilà quelques exemples d'activités qu'on a pu mener avec nos étudiants. Donc là, on est avec des étudiants qui vont travailler en cycle 3, mais on est plutôt sur des connaissances de cycle 4, avec des levées de plans, des alignements, des arpentages,
comme dans les programmes du début du XXe, avec bien sûr des objectifs pédagogiques qui sont absolument différents, mais faire travailler sur une équerre d'arpenteur des étudiants de cycle, enfin des étudiants de master premier degré qui souvent ont une approche très, très distante aux mathématiques, ça a un effet extrêmement important. Et pour même remonter et pousser le bouchon le plus loin possible, donc ça c'est toutes les activités liées au lever de plan, calcul d'air, voilà des activités menées carrément en cycle 3, donc là on est sur une classe de CM2, qui mène une activité de triangulation avec la planchette bien sûr, sans trigonométrie bien sûr, mais selon la méthode originale, on pourrait dire, du XVIe siècle, qui ensuite petit à petit s'est complexifiée jusqu'à arriver à la mesure du méridien par Delambre et Méchamp en XVIIIe. Si on revient depuis là au programme de première, voir ces connaissances dans la perspective longue de l'élémentaire et du collège permet d'éviter un effet de remplacement des connaissances. La trigonométrie n'a pas remplacé ces autres méthodes, elle étend ce qu'on a vu sur la proportionnalité au cycle 3, sur la résolution des triangles rectangles au collège, par Pythagore, par les triangles semblables, dans le cadre des triangles quelconques avec la loi des sinus. Donc ces exemples n'avaient bien sûr pas vocation à épuiser le sujet, mais voulaient juste illustrer en quoi l'histoire fournit des ressources pour enseigner les mathématiques dans le cadre de cet enseignement scientifique. J'insiste vraiment sur le fait que ces ressources n'ont pas de raison d'être un simple habillage. Ce n'est pas juste une digression qui se fait à côté du cours principal. On a un collègue, Thomas de Vittori, qui a beaucoup travaillé sur l'articulation entre histoire et mathématiques de fond. Si elle est prise au sérieux, l'histoire des sciences peut vraiment permettre de proposer des activités à la fois mathématiquement ambitieuses et consistantes d'un point de vue historique et scientifique. Je vous remercie pour votre attention.